Mesdames et messieurs, chers collègues, chers étudiants, Siana, je suis heureux de m'adresser à vous dans cette salle, ce lieu prestigieux. Je vais vous parler de l'africanisation du français, une autre façon de dire l'indigénisation du français, ou le français comme une langue africaine. Vous aurez remarqué que le français dont je parle, comme langue africaine, je mets en point d'interrogation. Alors, donc je vais vous présenter le point que je vais le présenter en six points. La première chose, ce sera le français en Afrique en double héritage colonial. Deuxièmement, je parlerai de l'africanisation du français. Troisièmement, je parlerai du français comme langue africaine, avec point d'interrogation. Quatrièmement, je parlerai du français comme langue de l'Afrique. Cinquième point, je parlerai du français dans sa coexistence avec les langues africaines. Et je parlerai de l'organisation du partenariat entre le français et les langues africaines. Voilà donc le plan que je vous propose. Je passe donc le premier point, c'est le français en Afrique en double héritage colonial. Vous voyez la carte du français en Afrique. Il faut savoir que le français était apporté à l'Afrique par la France, évidemment, mais on l'oublie souvent que le français a été apporté en Afrique par la Belgique. Aujourd'hui, un des pays qui compte le plus de francophones, c'est le Congo démocratique. On dit maintenant que le Congo est le plus grand pays francophone du monde, parce qu'il a plus de 100 millions de locuteurs francophones, millions de locuteurs, d'habitants. Mais il y a donc la colonisation française avec 22 États que vous voyez sur la carte, sauf l'Égypte, évidemment. L'Égypte qui n'a pas été colonisée ni par la France, ni par la Belgique. Et il y a 3 pays, le Congo démocratique, le Rwanda et le Burundi, qui ont été colonisés par la Belgique. Alors, je fais appel à certains auteurs qui ont parlé de français en tant que produit apporté à l'Afrique. Je prends par exemple le cas de Léopold Sédar Senghor, qui est poète, ancien président de la République du Sénégal et ancien membre de l'Académie française. Il avait l'habitude de dire que la langue française était un trésor trouvé dans les décombres de la colonisation. Il affirmait, nous, politiques noirs, nous, écrivains noirs, nous nous sentons pour le moins aussi libres à l'intérieur du français
que de nos langues maternelles, plus libres en réalité, puisque la liberté se mesure à la force de l'outil, à la force de création. Nos valeurs font battre maintenant les livres que vous lisez, la langue que vous parlez, le français, soleil qui brille hors de l'hexagone. Ça, c'est les sentiments de Léopold Sédar Senghor. Alors, il continue, Senghor, en disant, en même temps, il insiste sur le fait que le français n'avait pas la vocation à, comment dirais-je, remplacer les langues africaines. Il insiste beaucoup là-dessus. Il n'est pas question de renier les langues africaines. Donc il met en parallèle le français et les langues africaines en disant que le français n'avait pas à remplacer la langue africaine, mais il est indispensable pour nous sans être une langue africaine. Je fais appel à un autre auteur très connu, Aimé Césaire, qui était l'autre chantre de la négritude. Il disait du français que c'était une arme miraculeuse. Je vous laisse voir, si vous pouvez lire son texte, je vous laisse le lire parce que je n'ai pas beaucoup de temps pour ça. Je passe à un autre écrivain, maintenant du nord de l'Afrique, Kateb Yassine, écrivain algérien. Il disait de la langue française qu'elle était en butin de guerre. Surtout pas le restituer à son auteur après les hostilités. La langue française reste en butin de guerre. À quoi bon en butin de guerre si on doit le rejeter ou le restituer à son propriétaire dès la fin des hostilités? Donc, il reste en butin de guerre, donc à conserver. Pour sa part, l'écrivain marocain Abdelkebir Katibi parle de la langue française. Il y a un problème de micro. Alors, donc, pour sa part, l'écrivain marocain Abdelkebir Katibi parle de la langue française comme d'un trophée de guerre, lui aussi, qui ne doit pas remplacer les trésors ancestraux, c'est-à-dire les langues africaines. Il déplore le fait que l'acquisition des langues étrangères ait, la plupart du temps, empêché les Africains d'apprendre et d'écrire leur langue propre, leur langue maternelle. Il dit ça dans une phrase intéressante, mauvaise plaisanterie. Nous, les... Oui, je vais vous l'accrocher autrement. Parce que... Mauvaise plaisanterie. Nous, les Maghrébins, nous avons mis 14 siècles pour apprendre la langue arabe, à peu près. Nous avons mis plus d'un siècle pour apprendre le français, à peu près. Et depuis des temps immémoriaux, nous n'avons pas su écrire le berbère. J'ai fait appel encore à notre écrivain, cette fois-ci dans le sud, de Madagascar, Jacques Rabé-Mélangeard. Il parlait de voleurs de langue. Il disait ça en disant que nous sommes des voleurs de langue. Les écrivains africains, les écrivains
maghrébins aussi, tout en refusant qu'on lui dise qu'ils ont été aliénés. Il ne serait pas donc exact de parler de notre aliénation. Si aliénation il y a, c'est plutôt la langue elle-même qui en serait affectée. Notre congrès, à la vérité, c'est le congrès des voleurs de langue. C'était en 1959. Oh, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Voilà, je vais maintenant vous parler de l'africanisation du français. Ce concept d'africanisation a deux sens. Le premier sens, c'est le terme signifie action d'africaniser, action de rendre une couleur locale au français. On parle d'africanisation des cadres, par exemple. Ça veut dire qu'on remplace les cadres européens, étrangers, par les cadres africains. On parlait de l'africanisation des églises, par exemple. Ça voulait dire qu'on remplaçait les évêques, les prêtres, les pasteurs étrangers par les pasteurs africains. On parlait aussi de l'africanisation des toponymes. Par exemple, ça voulait dire qu'on voulait remplacer les noms des villes, par exemple, ou des pays, par les noms africains pour remplacer les noms venus de l'étranger. C'est comme ça que, par exemple, la Haute-Volta est devenue le Burkina Faso. Mais je pourrais continuer. La Rhodésie du Nord est devenue la Zambie. La Rhodésie du Sud est devenue le Zimbabwe. Kinshasa, la ville capitale du Congo, portait le nom de Léopoldville. C'est devenu Kinshasa, etc., etc. C'est ça l'africanisation dans le sens premier. Le mot porté avec le mot était désigné également en processus d'acquisition, donc en processus d'appropriation. Ça veut dire que l'africanisation du français signifiait l'appropriation du français par les Africains. Alors, nous avons dit que le français était en héritage, en double héritage de français et de belge. Le français est aujourd'hui la propriété des héritiers, évidemment. Ils ont appris le français de façon tout à fait particulière, en faisant en sorte que le français soit soumis aux règles qui sont définies par le besoin des Africains. On dit que le français a été maîtrisé, il a été apprivoisé, domestiqué, soumis, passablement subverti, opportunément adapté à leur génie propre, admirablement intégré à leur imaginaire linguistique et culturel. C'est légitime qu'ils en revendiquent la copropriété. Aujourd'hui, l'Afrique est devenue le plus grand vivier de la langue française. La vitalité et l'usage du français sur le continent lui donnent une grande
en grand dynamisme. Les néologismes par création, par détournement de sens, les emprunts aussi, que le fait aux langues africaines, lui donnent un visage particulier que Salih-Koko appelait l'indigénisation. Alors, je donne quelques exemples qui vont faire en sorte que vous compreniez peut-être comme il faut. Il y a des mots qui ont été inventés par les Africains eux-mêmes, alors qu'ils n'existent pas en France, en français de France. Il y a des mots qui ont été détournés de leur sens, alors qu'ils existent en français de France, mais qui ont pris un aspect différent, créant ainsi une forme de polysémie. Et il y a des mots qui ont été complètement déformés. Alors, je vous donne quelques exemples. On a parlé tout à l'heure d'essensori. Essensori, ça n'existe pas en français. C'est un mot qui est fabriqué à partir d'essence et correctement fait parce que c'est fait par rapport à des mots qui existent en français, la tuyauterie. Mais des mots comme alphabet, ça n'existe pas en France. On a analphabète, mais alphabet, ça n'existe pas. Alphabet, ces mots sont mots qui étaient fabriqués à partir de le contraire. Écrit, ça veut dire que en alphabet, c'est une personne qui a appris à lire et à écrire, en particulier dans un stage d'alphabétisation. Donc on les appelle les alphabètes, des alphabètes. Ils ont appris à lire et à écrire dans un stage d'alphabétisation. À partir de ça, on a créé des dérivés analphabétisés, alphabétiseurs, etc. Le mot ambianceur, à partir du mot ambiance, mais ambianceur n'existe pas en français de France. Ambianceur, ça veut dire quelqu'un qui aime faire la fête, qui est fêtard, en noceur, en viveur. Blaguer, voilà un mot qui existe en France, en français de France, mais qui a une autre signification en Afrique, notamment en Côte d'Ivoire, au Congo, beaucoup de pays africains. Blaguer, ça veut dire raconter des blagues, se moquer, plaisanter. Mais en Afrique, blaguer, ça veut dire embêter. On dira qu'il ne faut pas se foutre de moi en disant il ne faut pas me blaguer. Le mot bureau, on a parlé de ça tout à l'heure. Le bureau, c'est un meuble, c'est une table, c'est un lieu. Mais en Afrique, le bureau, ça veut dire, surtout quand il est deuxième bureau, ça veut dire la femme illégitime d'un homme marié. Alors, on comprend la signification de ce mot parce que les hommes qui venaient en retard à la maison, très tard, ils disaient toujours « je viens du bureau ».
Et leur femme demandait, mais quel bureau s'agit-il, puisque les bureaux sont fermés à cette heure-là? On a créé des verbes tout à fait intéressants qui n'existent pas en français de France, notamment le verbe compétir. Compétir, c'est-à-dire un verbe qui est fabriqué à partir de compétition, un verbe en ir, ce qui est très rare même en France, on forme de mots, de verbes, surtout de premier degré, de la première conjugaison, solutionner par exemple, mais compétir, ça, c'est africain c'est des Africains qui ont fabriqué ça au Sénégal. Compétir, ça veut dire concourir, participer à des compétitions, mais aussi soutenir une concurrence ou une comparaison. Dribbler au football, on sait ce que ça veut dire. On dribble en défenseur en avant-centre. Mais dribbler, ça veut dire aussi ça veut dire leurrer, mystifier. On dira que le ministre a dribblé les paysans. Il leur a dit des contre-vérités, il leur a dit des mensonges, et les paysans s'en sont aperçus trop tard. Indexer, on indexe des variations d'une valeur, indexée en livres, mais au Congo, ça veut dire aussi montrer du doigt, montrer quelque chose du doigt. Indexer, montrer du doigt l'index. On dit au Congo, donc c'est polysémique, le sens premier existe toujours, mais on dit on peut indexer quelqu'un. On dit aussi doigté. Mystique, ça veut dire très beau, très, très, très belle. Comme ça, on dira qu'une fille qui est très belle, on dira qu'elle est mystique. On ne fait pas allusion ou des croyances cachées. Primature, voilà un mot qui n'existe pas du tout en France. En France, quand on va dans le service de Premier ministre, on dit « je vais à Matignon ». Mais Matignon, c'est un endroit, mais ce n'est pas un mot qui veut dire que c'est la fonction du Premier ministre. Ce mot, on l'a inventé au Sénégal, et ça apparaît maintenant partout. Ça veut dire que le mot primature, ça veut dire la fonction du Premier ministre, mais aussi les services administratifs dépendant du Premier ministre. En latin, le mot vient d'un mot latin, primas, qui veut dire être au premier rang, notable, qui lui-même venait du mot primus, mais on a formé, par exemple en français, le mot primat. On parle du primat de Gaulle, c'est-à-dire l'évêque de Lyon, qui est considéré comme le primat. Mais personne n'a pensé faire d'un mot qui va dire la fonction du Premier ministre. Je passe quelque chose qui était intéressant au Rwanda, par exemple, ou au Burundi, on parle d'un grand quelqu'un. C'est un grand quelqu'un. Ça veut dire quelqu'un d'important. Je ne vous lis pas le synonyme qui existe. Aussi, ça veut dire que c'est quelqu'un de très important. On va voir. Alors, ça, c'est les mots français, détournés de leur sens premier, ou
créer de toutes pièces. Mais il y a aussi ce qu'on appelle les réalias africaines, c'est-à-dire les mots qui n'ont pas de traduction en français, mais qui sont empruntés simplement aux langues africaines. Quand vous allez dans un restaurant africain, vous pouvez avoir, on va vous offrir peut-être à manger le akassa. C'est une nourriture, une pâte faite à base de maïs. C'est en langue fon, mais ça n'a pas de traduction en français, donc on me dit qu'on va manger la kassa. Le balafon, c'est un instrument de musique à percussion. Je passe rapidement. Le foufou, c'est la pâte de semoule de manioc qu'on mange beaucoup en Afrique centrale. Le gombo, c'est pour faire la sauce avec une sauce gluante. Le kora, c'est Senghor qui a demandé ça. C'est un instrument de musique à cordes pincées. Le marimba, c'est également un instrument de musique. Je passe parce que nous n'avons pas beaucoup de temps. Le pili-pili, tout le monde connaît le pili-pili. Ça veut dire le piment très rouge, très piquant. Le saka-saka, beaucoup d'Africains ou de nos Africains mangent le saka-saka. C'est une préparation culinaire de feuilles de manioc. Tam-tam, tout le monde connaît le tam-tam. Au lieu de tambour, on met tam-tam, c'est quelque chose de tout à fait africain. Tibdien, c'est une nourriture sénégalaise qu'on mange facilement dans les restaurants africains. Il y a ça aussi. Alors, c'est ce qu'on appelle le français africanisé, une sorte de français métissé qui tire sa substance lexicale, grammaticale, syntaxique, tant du français que des langues africaines. Le français africanisé serait, selon Léopold Sédar Senghor, la langue de la civilisation de l'universel, qui lui était chère. Il parlait du rendez-vous, du donner et du recevoir. Je peux faire appel maintenant aussi à des auteurs qui ont écrit sur l'indigénisation du français. Le premier c'est Amadou Kourouma, dans Les Soleils des Indépendances, le Soleil des Indépendances. Maintenant, il dit souvent, dans Les Soleils des Indépendances, mais aussi dans d'autres romans, il dit souvent, disons-le en malinké. Mais il écrit en français, disons-le en malinké. C'est du français malinkéisé, du français africanisé. Ce que l'auteur lui-même confirme à plusieurs reprises. En ce qui me concerne, dit-il, je n'écris pas en malinké, mais en français. J'ai donc traduit le malinké en français, en cassant le français pour trouver et restituer le rythme africain. Un autre auteur qui a écrit beaucoup des romans avec des formules africanisées. Je faisais lire ces romans à mes étudiants de Bordeaux. La plupart des fois, ils ne comprenaient rien la première fois. Il fallait expliquer
pour qu'ils comprennent quelque chose. En ce moment-là, ils découvraient des grands romans, mais au début, ils ne pouvaient pas les comprendre. Alors, Sonny Laboutansi, qui est un Congolais, qui parle Kikongo, il part d'un postulat suivant: le français, par ses structures naturelles, ne peut pas rendre la richesse du champ culturel tropical. Pour remédier à cette pauvreté du français, il écrit: je fais éclater le français pour exprimer ma tropicalité. Écrire mon livre, me demander d'inventer un lexique de noms capable de, par leur sonorité, de rendre la situation tropicale. Senghor lui-même écrivait déjà ceci: quand nous disons kora, quand nous disons balafon, quand nous disons tam-tam, et non harpe, piano, tambour, nous n'entendons pas faire pittoresque. Nous appelons en chat en chat. Nous écrivons d'abord, je ne dis pas seulement, pour les Français d'Afrique, et si les Français de France y trouvent du pittoresque, nous serons prêts de le regretter. L'écrivain malgache Jacques Ramena disait aussi: nous pouvons parler la même langue que François Mauriac, mais nous n'avons plus le même langage que lui. Je vous laisse le lire si vous avez la possibilité de le lire. Chikayat Otamsi parlait de langue le français en disant: il n'y a que la langue française me colonise et que je la colonise à mon tour. L'indigénisation, l'africanisation, c'est une façon de coloniser la langue française, une colonisation en retour. Henri Lopez disait: je n'écris pas français, j'écris en français. Je n'écris pas français, ça veut dire que je n'écris pas en tant que français, mais j'écris dans la langue française. J'associe à cette réflexion une romancière, une linguiste franco-bulgare qui s'appelle Julia Kristeva, bien connue des milieux des linguistes. Elle dit écrire une langue en une langue non maternelle, même choisie comme langue seconde, est toujours une souffrance. Comme le constate donc Kristeva. Il y a, quand elle dit ça, je dialogue donc avec la Bulgarie quand j'ai des problèmes de langue, des problèmes. Mais j'entends que il y a France dans souffrance. Il y a France dans souffrance. Voilà, donc le problème d'africanisation du français, c'est une question d'indigénisation du français que les Africains mettent à leur disposition selon les besoins pour résoudre les problèmes de langue. Le français africanisé, par sa vitalité, son dynamisme et sa richesse, s'est intégré au tissu linguistique du continent au point que certains auteurs n'ont pas hésité à parler de français langue africaine. Je pense à mes amis, ce sont des amis que je connais très bien,
Pierre Dumont, qui était enseignant à Montpellier, qui a été enseignant à Dakar pendant longtemps, et Gervais Mendozé, qui est camerounais, qui nous a récemment malheureusement quittés. Ils ont parlé de français africain en disant que c'était une langue africaine. Je trouve ça excessif. Je trouve ça discutable. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Donc, j'apporte un certain nombre d'arguments contraires pour montrer que le français n'est pas une langue africaine. Le français est une langue romane, langue officielle, mais ce n'est pas une langue africaine. Alors, je prends quelques exemples pour l'argument linguistique. Premier argument, c'est absence d'un lien génétique et typologique avec les systèmes linguistiques africains. Les langues africaines appartiennent à des familles, la famille afro-asiatique, comme le berbère, comme l'arabe, les langues comme la langue Niger-Congo, les langues bantoues, mais le français n'appartient pas du tout à ces langues. On pourrait comparer de façon approchée. Je dirais que si on compare les systèmes phonologiques, vocalisme, syllabisme, consonantisme, prosodie, le système syntaxique, le système lexico-sémantique, on verra que ça ne ressemble, tout est toujours différent. Je dirais même que les différences systémiques sont quasiment systématiques. L'autre argument linguistique, c'est l'absence d'autonomie du français parlé en Afrique par rapport au français parlé en France. Il n'y a pas de lien, il n'y a pas de rupture de lien en fait que le français parlé en France, donc c'est toujours une langue européenne. Ce n'est pas le français d'Afrique, ça serait une langue africaine s'il avait complètement changé, ce qui aurait donné par exemple en créole, mais qui serait fondé sur les éléments de linguistique des Afriques, alors que le français parlé en Afrique, ça a toujours été une langue qui dépendent de la norme définie en France. Donc, le français n'est pas une langue africaine, au moins sur le plan linguistique. L'argument géographique, c'est un autre argument. C'est l'absence de ce que j'appelle de territorialité, le lien naturel avec le terroir, le lien naturel avec le territoire. Le français en Afrique est une langue non territorialisée, c'est-à-dire qu'elle est dépourvue de territoire propre. Elle est dépourvue d'une communauté de locuteurs de langue maternelle sur un territoire propre. Quand on regarde les langues africaines, elles sont toujours parlées comme langue maternelle, elles sont situées sur un terroir, sur un territoire propre. Le français n'est pas dans ce cas. Donc il y a absence de territorialité. Le français a beaucoup d'influence sur le plan
comment dirais-je, géopolitique, en tant que langue officielle de plusieurs États, mais il n'est pas déterminé sur un plan sur la base d'un territoire propre, comme le sont les langues africaines. Deuxième faiblesse en tant qu'argument géographique, c'est la faiblesse de ne pas être une langue première, de ne pas être une langue maternelle des populations. Troisième argument, c'est un argument historique. Je parle de l'absence d'historicité. Le français est une langue transplantée en Afrique de fraîche date qui n'a pas de tradition. Donc, on ne peut pas parler d'historicité. Quatrième argument, c'est l'argument anthropologique. L'absence d'autochtonie, d'endogénéité ou d'indigénité, c'est-à-dire le lien naturel et traditionnel avec la culture locale. Toujours sur le plan anthropologique, il y a absence d'un imaginaire, d'une vision du monde et de formes langagères spécifiques qui expriment une telle vision du monde. Si on regarde par exemple certaines relations, par exemple les relations de parenté, on voit bien que le français ne fonctionne pas comme une langue africaine. Quand on a un père, en France de France, on en a un seul. En Afrique, on peut avoir plusieurs pères, comme l'a fait souligner tout à l'heure mon ami Sali, parce que le mot père, ça veut dire non seulement le père géniteur, mais aussi les cousins, les frères du père, les amis même du père simplement. La mère, c'est la même chose. Ce qui fait que les Africains parlent souvent d'un frère, même père, même mère. Ça veut dire qu'ils font allusion à ce que le père n'est pas seulement le père géniteur. Quand un Africain vous dit « je vais voir mon frère ce soir à Paris », je dis toujours « méfiez-vous » parce que le frère en question, ça peut être son propre frère, son frangin, mais ça peut être simplement un cousin, ça peut être un ami, peut-être même simplement un compatriote qui se trouve à Paris, mais on l'appelle frère. Pour l'expression des couleurs, par exemple, ça aussi, la différence est flagrante avec les langues africaines. La plupart des langues africaines expriment les couleurs en termes de noir, et le reste, ça prend des valeurs différentes. On peut dire qu'on distingue le noir et le clair, que ce soit jaune, que ce soit rouge, que ce soit comment dirais-je, brun, c'est pas noir, c'est ça la différence. Mais en France, on fait la différence entre les couleurs du spectre. Alors, donc, c'est ça qui fait la différence entre le français et les langues africaines. Le français ne peut pas fonctionner comme ça.
toujours sur le plan de l'anthropologie, la gestuelle. C'est important quand on parle, on utilise une gestuelle adéquate. Je prends quelques exemples. Compter. Quand on compte une chose, une valeur, en France, on compte sur les doigts et on commence par 1, 2, 3, 4, 5. Ça veut dire que quand je fais mes 5 doigts levés, ça veut dire que c'est 5, le chiffre 5. Quand j'ai les mains fermées, ça veut dire 0. En Afrique, c'est différent. En Afrique, quand on compte, on commence même pas, non pas par le pouce, mais on commence par le petit. On commence à dire 1, 2, 3, 4. Ça veut dire que le point fermé, c'est 0. C'est tout à fait l'inverse du français. Quand je dis, par simple signe, vous êtes au fond de la salle, je dis, il y a combien? Je dis ça. Pour un français, il compte 2. En africain, compte 3. Quand je dis, à la sortie de ce cours du Collège de France, on va distribuer des billets de banque, vous aurez plusieurs millions, ou plusieurs centaines de milliers. Pour en français, quand on dit vous aurez comme ça, comme en millions, mais pour lui, c'est 1. Mais l'Africain se dit j'aurai autant de ça. Donc c'était différent. Donc la compréhension est tout à fait différente. Quand je dis il y aura autant de choses, l'Africain compte, il y a 2, alors que l'Européen compte 3. Ainsi de suite. Les gestes pour rappeler, il y a aussi. Le français ne s'est pas assimilé à ça. En France, en Europe en général, on appelle, en faisant le geste comme ça, généralement, la main est tournée vers le haut, et on appelle quelqu'un en faisant ces gestes répétitifs. Bien. On peut le faire de façon plus ou moins élégante, mais c'est répétitif. Mais les Africains, c'est tout à fait l'inverse. On appelle en mettant la main tournée vers le bas. Et on fait le même geste répétitif. Ça veut dire que quand je vous appelle, je fais ça. Mais comme le geste est répétitif, vous pouvez, il peut y avoir un quiproquo, parce qu'un Européen va comprendre tout à fait de travers la répétition que je fais. Quand je vous fais ça, vous pouvez entendre ça. Au lieu de ça, vous pouvez entendre cette idée, je vous chasse plutôt que je vous appelle. Donc, c'est contradictoire. Alors, quand on parle français, on doit appliquer ces gestes-là, sinon on ne se comprend pas. Quand je faisais les manuels d'apprentissage pour l'apprentissage du français aux enfants d'Afrique, on était confronté à ce problème. Quel est le geste qu'il faut faire pour montrer aux enfants telle dimension ou telle valeur? Alors, ça fait quelques
exemples qui montrent que le français continue à fonctionner comme une langue européenne, avec les gestes qu'il faut, mais ce n'est pas une langue africaine. Donc j'en finis par dire que le français en Afrique est une langue étrangère, bien sûr, une langue d'origine européenne, indo-européenne, devenue pour de nombreux Africains une langue seconde, extrêmement utile, voire indispensable, quand on ne partage pas la même langue maternelle, qui fonctionne en complémentarité ou en supplémentarité avec l'usage des langues africaines qui le nourrissent, l'enrichissent et le renouvellent, tout en se nourrissant de lui. Alors, j'appelle aussi la première personne qui a parlé de du français comme langue étrangère, c'est Senghor. Senghor disait le français est une langue étrangère. On s'est étonné, ici ou là, que nous eussions traité le français comme une langue étrangère. La linguistique et la sociologie nous apprennent qu'une langue qui n'est pas parlée comme langue première par l'ensemble du peuple ne peut pas être une langue première. Donc, ça ne peut être qu'une langue étrangère. Pierre Dumont lui-même, qui a écrit le français langue africaine, il a écrit 10 ans plus tôt, langue étrangère, le français ne peut pas, en effet, jouer le rôle d'une langue africaine. Je le lui ai dit, parce que c'est un collègue, un ami, je le connaissais. Il a écrit son livre en 1990. On s'est rencontrés à Beyrouth, au Liban, 3 ans après. Mais je lui ai dit, mais tu blagues, qu'est-ce que tu dis? C'est une provocation. Mais il a admis volontiers qu'il avait fait de l'humour. Mais les gens ont pris ça à la lettre. Ils ont parlé maintenant de français langue africaine. Donc Dumont ne dit pas que le français est une langue africaine. Langue étrangère, le français ne peut en effet pas jouer le rôle de langue africaine. Voilà, donc c'est l'opinion. J'espère que vous avez entendu ces arguments, si vous avez compris, les arguments linguistiques, géographiques, historiques et anthropologiques qui montrent que le français n'est pas une langue africaine. Mais dire que le français n'est pas une langue africaine n'est pas infamant du tout. Au contraire, ça montre que le français a gardé son identité première, mais qu'il fonctionne de façon simple et utile pour les Africains sans être une langue africaine. Par contre, moi je fais une différence entre langue africaine et langue d'Afrique. Je dis que le français n'est pas une langue africaine, mais c'est une grande langue d'Afrique. Parce que c'est une grande langue, parce qu'elle exerce des fonctions importantes en tant que langue officielle, mais aussi des fonctions en tant que langue seconde pour la plupart des Africains qui ont appris et étudié. Donc, c'est une langue d'Afrique, une grande langue d'Afrique. Je dis que la forme de détermination qui sont porteuses de cette nuance sont importantes. En français, on fait la distinction entre une détermination qualificative, non plus
adjectif, langue africaine, et la détermination complétive entre deux noms avec une relation par l'intermédiaire d'une propre préposition, langue d'Afrique. Ça montre bien que la différence est importante. On pourrait l'illustrer aussi par des interventions des auteurs, mais je passe là. On n'a pas le temps. Je dis simplement que le français maintenant fonctionne comme une langue d'Afrique importante. Il participe il participe à la valeur de ce qu'on appelle le multilinguisme, le bilinguisme, de façon tout à fait active. Donc le français fait partie de cette richesse. Driss Rashravi a raison d'exalter les vertus du bilinguisme en disant « Le plus grand bonheur pour un homme est d'avoir deux langues dans la bouche, surtout si la deuxième langue est celle d'une femme. » J'ai trouvé ça très beau. Alors, comment organiser le partenariat? Parce qu'il faut organiser le partenariat entre le français et les langues africaines. Je dis ça en 3 mots: partenariat, convivialité et compétitivité. Je l'explique plus loin, mais je n'ai pas le temps d'aller trop loin. Je dirais simplement que le partenariat est une notion réciproque. On n'a pas d'un côté le français et de l'autre côté les langues africaines. Toutes les langues qui participent à une activité sont des langues partenaires. Donc le français est lui-même une langue partenaire des autres langues africaines. Le partenariat suppose égalité des partenaires, reconnaissance et respect de l'autre. Ensuite, il y a quelqu'un qui a défini ça, c'est Obiou Diouf, l'ancien président du Sénégal, qui a remplacé Senghor, et qui était secrétaire général de la francophonie. Il a pu dire, sur le sol d'Afrique, les langues africaines et langues françaises expriment à la fois l'identité qui est enracinement et aptitude au progrès qui est ouverture. Donc il faut cette complémentarité pour que les Africains fonctionnent à la fois par enracinement, mais aussi par ouverture. La convivialité, c'est une autre, deuxième terme qui me semble important. On dit que la convivialité, c'est la relation des convives qui ont plaisir à manger ensemble. C'est la chaleur, c'est l'harmonie de vivre ensemble, mais je dis aussi que c'est la paix des langues. La paix des langues, au lieu de parler de la guerre des langues. Il y a beaucoup de gens qui parlent de la guerre des langues. Moi, je préfère parler de la paix des langues pour que ce soit convivial. La compétitivité, ça aussi, c'est important. La compétitivité, ce n'est pas l'hostilité, c'est rivaliser de zèle pour la bonne cause, de vouloir faire mieux que l'autre pour le bien commun. La compétitivité suppose une compétence et une performance en savoir et en savoir-faire. Au Sénégal, on a inventé
le mot compétir, ce que je vous ai donné tout à l'heure, c'était pour ça. Il faut que les langues soient en compétition pour faire le développement, par exemple. On ne peut pas parler du développement du développement sans compter les langues qui peuvent entrer en mouvement pour faire le développement. On ne peut pas faire le développement des zones rurales sans les langues africaines. Les paysans doivent labourer, mais ils le font dans leur langue. Il faut contribuer à ça. Donc, compétir, c'était une façon de dire on fait le développement en faisant en sorte que toutes les langues participent au développement. Alors, je dis, pour ça, il faut partager exactement les fonctions, les statuts, aussi les fonctions. Les fonctions de langue officielle, ce n'est pas réservé uniquement aux Français. Il faut qu'on fasse en sorte que les langues africaines, les grandes langues africaines, pas toutes, participent à la fonction de langue officielle. C'est tout à fait normal. Elles participent également à la fonction de langue de travail. C'est tout à fait normal que le statut de langue officielle ne soit pas réservé aux Français. Les fonctions aussi, les fonctions de langue administrative, langue gouvernementale, les langues scolaires, économiques, ça doit prendre en compte la valeur des langues africaines. Alors, quand on parle des fonctions de langue, ça peut être les fonctions économiques. Les langues africaines, qui sont importantes, doivent figurer, par exemple, sur la monnaie. Sur la monnaie, doivent figurer dans les cartes de la ville. Pour la désignation des places ou des rues d'une ville, ça doit être possible de faire intervenir les langues africaines. Donc, les langues ne sont pas définies dans une fonction définie. Ça doit être évolutif en fonction de l'évolution des choses. Donc, j'espère que je me suis fait comprendre, malgré le problème de langage, que vous avez compris, que j'ai particulièrement. Ça peut arriver par la force des choses. Nous avons tous beaucoup de fragilité. Quand on arrive à avoir un problème de santé comme ça, mais l'important pour moi, c'est continuer à me faire comprendre. Et j'ai fait beaucoup de progrès parce qu'il y a quelques ans, j'étais presque aphasique. Je vous remercie beaucoup de votre attention.